Je suis arrivé au musée de la chasse et de la nature en 1998 dans la perspective de réaménager ce musée, qui était un musée privé créé dans les années 60 par un industriel grand chasseur et qui, n'ayant pas d'enfants, avait voulu en fait léguer sa collection et la faire survivre au-delà de sa mort. Alors, souvent chez les chasseurs, il y a cette espèce d'envie de prolonger l'acte de chasse en amassant des objets qui ont un rapport avec leur passion. Et François Sommer a constitué une collection qui comprenait à la fois des animaux naturalisés, des armes de chasse, mais également des objets d'art animalier, et qu'il dispose dans ce musée, qui ouvre en 1967, avec une visée pédagogique. Alors c'est sa propre collection qu'il a constituée par goût, mais il a bien conscience que faire un musée suppose qu'il y ait un propos. Alors, le propos général est d'illustrer ce que la chasse a apporté à la civilisation, et dans un espace restreint, puisque c'est l'hôtel de Guénégaud, un hôtel du XVIIe siècle dans le Marais, il va vouloir, d'une manière très ambitieuse, évoquer ce que la chasse a pu apporter à toutes les civilisations, non seulement l'Europe, mais également dans les autres continents. Et quand je découvre ce musée, puisqu'en fait j'arrive de Singapour, où je m'occupais de l'Institut culturel français, je n'avais jamais mis les pieds, mais intéressé par l'idée de prendre un musée et de le rénover. Donc je découvre ce qui est déjà en quelque sorte un cabinet de curiosité, mais un peu, selon moi, dans l'esprit de Bouvard et Pécuchet. Vous connaissez ce merveilleux texte de Flaubert qui parle justement de cette espèce de volonté utopique de deux originaux au XIXe siècle de constituer une sorte de concentrer de toutes les connaissances humaines. Donc, pour vous donner un exemple justement de ce côté un peu décalé, un peu utopique, voici la salle d'Amérique, comme je la découvre en arrivant au musée, où François Sommer a voulu réunir dans une seule pièce tout ce qui permet d'évoquer la chasse dans le continent américain, qu'il mélange l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Alors, il y a quelques trophées de chasse qui sont ses propres trophées, quelques armes dont les armes censées avoir appartenu à Davy Crockett, et puis un ours blanc qui n'est pas sur la photo, la mascotte du musée, et des poteries précolombiennes. Donc voilà, en fait, on est vraiment dans l'univers Bouvard et Pécuchet, puisque ce sont des objets qui n'ont rien à voir entre eux. Dans la salle d'à côté, qui est censée illustrer l'Asie, on met une divinité hindoue à côté de trophées de chasse, de tigres ou d'armes de chasse également. Alors, c'est un musée merveilleux, parce que c'est un musée sans visiteurs. Donc, pour un conservateur, c'est le rêve, puisque on répond tous en fait de fermer la boutique. C'est parfait pour la conservation des œuvres et on n'a pas à s'en soucier. Pas à se soucier en tout cas de développer des activités pour le public. Bon, enfin néanmoins, François Sommer a légué ses biens à une fondation qui se charge de faire vivre le musée et qui a l'intention justement de développer sa notoriété en faisant l'acquisition de l'immeuble à côté de l'hôtel de Guénégaud. Voilà, c'est ce qui justement nécessite ce travail de rénovation. Alors, avant de m'atteler à cette rénovation, je prends connaissance d'autres musées de chasse, et notamment ce musée extraordinaire qui est à Munich, qui est le musée de la chasse et de la pêche, qui est installé dans une ancienne église. Et alors, je n'ai pas fait un reportage photographique complet, mais on est vraiment dans l'univers du cabinet de curiosité, avec des espèces de rapprochements tout à fait incongrus, involontaires, puisque c'est un musée qui est issu du milieu chasseur. C'est un musée qui dépend en quelque sorte de la fédération de chasse des chasseurs de bavarois, et qui donc veulent illustrer leur goût, leur passion, leur passe-temps à travers toutes sortes d'objets, objets de taxidermie, mais objets d'art, dans une espèce de rapprochement parfois un peu farfelu. Et on est tout à fait dans l'univers de la curiosité. Là, vous voyez ici un trophée de chasse. C'est un cerf qui a une malformation congénitale, et au lieu de faire des beaux bois comme vous pouvez en voir habituellement, il a ce qu'on appelle une perruque, c'est-à-dire qu'en fait ces bois ont cette espèce de formation un petit peu originale. Alors cette idée de la curiosité et de la supercherie est quelque chose qui est très présente en fait dans l'univers des musées de chasse, qui sont assez fréquents finalement en Europe et un peu partout dans le monde. On trouve souvent des objets comme celui-ci
ici c'est un jacalope, c'est-à-dire que c'est un lièvre à chevreuil. Donc on trouve fréquemment des chimères au musée de la Chaux-de-Fonds, qui est donc un musée de chasse. Il y a également des carpes à poil, etc. Donc voilà aussi une autre source d'inspiration. Donc je me dis, tant qu'à faire de refaire le musée de la chasse et de la nature, je vais donc aller justement dans développer ce côté curiosité qui est dans la tradition donc des musées de chasse. Et puis quelque chose qui m'a aussi beaucoup inspiré, c'est un petit ouvrage que je vous recommande, qui est donc publié donc, à la collection Le Promeneur, et qui parle de l'étrange collection de Monsieur Wilson. Monsieur Wilson est un artiste en fait qui s'intitule conservateur d'un musée qu'il a créé, qui est le musée de la Jurassic Technology, qui est situé à Los Angeles. Et c'est un musée qui est rempli de choses aberrantes, mais qui sont parfaitement documentées, puisqu'il a, avec beaucoup de raffinement et de précision, de chercher à faire tout un appareil de documentation scientifique pour toutes les œuvres qu'il a créées, en allant donc chercher des ouvrages scientifiques. Et par exemple, l'œuvre qu'il peut présenter va être documentée page 147 dans un ouvrage qui n'a que 146 pages, etc. Donc il y a tout un travail qui est extrêmement abouti et qui présente donc des aberrations. Il y a un bas-relief sculpté sur une tête d'épingle, etc., etc. Donc, et en fait, rien ne dit, quand on visite ce musée, qu'il s'agit d'une supercherie et que toutes les œuvres présentées sont en fait les œuvres faites par le conservateur. Donc pour moi, c'est vraiment... je n'ai pas eu la chance de le visiter, mais une espèce de lieu idéal qui m'a beaucoup inspiré. Et donc, voilà. Donc, ce sont quelques sources d'inspiration qui m'ont aidé donc, pour développer le musée. Alors, la première tâche consistait à enrichir la collection et à obtenir le dépôt de curiosités naturelles, puisque vous allez voir comment il y a à la fois Naturalia et Mirabilia. Et donc j'ai demandé à différents musées, au Muséum d'histoire naturelle et au musée de l'école vétérinaire, qui est cabinet de curiosité également, de me faire des dépôts comme ce tête à coque bizarre qui a en fait une espèce d'excroissance en cartilage sur la tête, puisqu'il a un second bec qui lui pousse, un oiseau licorne. Et d'une manière un peu littérale, j'ai voulu que dans le musée, que nous disposions des objets qui étaient les musts en quelque sorte des cabinets de curiosité, comme le bézoard, mais plutôt que de les avoir issus de collections anciennes et montés comme on peut le voir par exemple à Embrasse ou dans différentes collections historiques, j'ai demandé ici à Jean-Michel Othoniel de faire la monture. Donc, vous avez vu dans l'exposition la corne de rhinocéros, qui est présenté ici, qui est aussi un autre must de ces cabinets de curiosité. Mais voilà, ici, un œuf d'autruche, également monté par Jean-Michel Othoniel, œuf d'autruche qui provient en fait de la collection de Bernard Buffet. Donc, il y a toute une filiation de l'intérêt pour la curiosité, y compris donc, chez les artistes des années 60. Alors, j'ai souhaité aussi développer cette collection de curiosités avec des aberrations, de faux, enfin des artefacts, des spécimens naturalistes, mais créés par des artistes. Alors, comme par exemple ces fumées de licorne. Les fumées, ce sont les excréments en termes de vénerie. Fumées de licorne qui sont en fait une œuvre faite à partir de lichen par l'artiste Sophie Lecomte, qui a fait donc quelques spécimens faussement scientifiques qui sont également présentés dans le musée. L'aspect cabinet de curiosité est particulièrement développé dans les cabinets de la licorne, puisque animal emblématique que tout chasseur au XVIe, au XVIIe siècle rêvait de rencontrer, puisque vous savez qu'à l'époque on ne mettait pas en doute l'existence de l'animal, puisque des textes faisant foi y faisaient allusion, comme la Bible ou Aristote. Donc les chasseurs rêvaient de se confronter à la licorne. Donc j'ai commandé plusieurs œuvres à ce sujet, à Juan Fontcuberta, effectivement, qui a fait une vitrine dans ce cabinet, et puis ici une vidéo de Maïder Fortuné qui présente l'extinction de l'animal sous une pluie de cendres. Voici une vue générale de ce cabinet de curiosité au sein du musée, avec toutes sortes d'objets. Je vous en ai présenté certains. Vous avez l'espèce de bocal qui est au centre
de l'image en bas, qui est un ours en peluche dans un bocal de formol. C'est l'œuvre d'un collectif d'artistes qui s'appelle Gélatine, des artistes autrichiens. Et puis également, pour faire référence à ce goût pour les curiosités, à droite, c'est cette très belle sculpture de Janine Janet, qui est une artiste qui est morte dans les années 2000 et qui, dans les années 50-60, a illustré cette espèce de facette du surréalisme, d'un surréalisme aimable, en fait, tel qu'on le pratiquait à Paris, et qui a notamment travaillé pour Cocteau. Ici, donc, il s'agit d'un génie de la forêt qui est une espèce d'être hybride, puisque en fait, il est en écorce de bouleau. En fait, je parlais de références formelles à travers les musts que doit contenir un cabinet de curiosité, mais il y a aussi d'autres références dans le mobilier muséographique lui-même. Bien sûr, le meuble cabinet, qui est un meuble de collection, qui est très présent à travers ces objets qui sont censés contenir tout ce que vous voulez savoir sur un animal donné, ici le cerf. Mais référence que j'ai voulu faire au cabinet d'Ambras, ce très beau cabinet de curiosité qui est au château d'Ambras près d'Innsbruck, et dans lequel est conservé un tronc d'arbre dans lequel sont prisonniers des bois de cerf, comme si en fait le cerf s'était frotté à l'arbre et était resté captif, et que l'arbre avait continué à croître en fait en faisant bien sûr mourir l'animal captif, et en fait en englobant le reste de son squelette. Donc c'est pour ça que ce cabinet est une référence directe à Ambras, avec ce crâne de cerf qui est capturé dans la planche, comme si la planche était extraite d'un arbre qui avait poussé sur l'animal mort. Et puis aussi, donc, dans l'esprit de cabinet de curiosité, j'ai demandé à certains artistes de faire de fausses collections. Alors ici, c'est une œuvre de Jean-Luc Bichot, qui a conçu une collection d'appos. Les appos, vous savez, ce sont ces petits objets qui permettent d'imiter le cri de l'animal et donc de s'en approcher, de le capturer. Et Jean-Luc Bichot a fait cette collection donc, de petits objets qui sont en fait des aberrations, puisque si vous regardez bien, il y a une seringue à pâtisserie, il y a un alambic, il y a un pied de lampe, un pommeau de douche, etc. Et donc il est allé en fait assez loin dans la citation de ces collections pseudo-scientifiques, puisqu'il a fait tout un jeu sur les cartels. En principe, quand on vous présente un appôt, qu'on l'achète dans le commerce, on vous explique quelle manipulation vous devez faire avec, puisque pour imiter tout à fait le chant de l'oiseau, il ne s'agit pas seulement de souffler, mais il faut en fait faire des manipulations avec la bouche et donc prononcer certains sons qui sont transformés par l'instrument. Et donc chaque cartel, qui est calligraphié par Jean-Luc Bichot, explique le type de manipulation correspondant à chaque oiseau, et en fait il a biffé tout ce qui pouvait avoir une connotation érotique. Donc le cabinet lui-même, en fait, quand on est attentif, peut être vu comme une espèce de cabinet d'érotomane, voilà, puisqu'en fait on en a raturé tout ce qui pouvait avoir un double sens. Et comme l'ensemble de ce que je présente au musée, je n'ai pas souhaité mettre l'accent sur ce qui était des supercheries, puisque mon idée était de plutôt faire un musée d'émotion, donc créer des climats, donc surprendre, amener le visiteur à perdre ses marques habituelles et aller dans un territoire un peu inconnu, comme quand il se promène en forêt, où il est dans un domaine qui n'est pas le domaine de la civilisation. Donc, je n'ai pas voulu en fait que l'art contemporain ou que les dispositifs qui étaient des supercheries, des pièges à visiteurs, soient clairement identifiés. Donc le visiteur se promène dans une espèce de forêt où il ne sait pas si ce qu'il voit est de l'art ou du cochon. Bon, donc voilà, autant de pièges à visiteurs. Donc, par exemple, l'œuvre de Jean-Luc Bichot n'est pas signalée comme étant une œuvre à part en soi, donc, une œuvre en soi. Il y a juste un petit cartel qui attribue ça à l'auteur. Mais donc je pense qu'en fait 95% ou 99% des visiteurs passent à côté sans réaliser qu'en fait c'est une supercherie. Mais comme dans le musée, à mesure qu'on se promène, on rencontre des choses de plus en plus aberrantes. Donc j'espère que le visiteur est incité à revenir sur ses pas en se disant que peut-être que finalement je suis passé à côté de choses étranges et qui m'ont échappé.
comme ce sus scrofa, ce sanglier albinos, qui est présenté dans la salle des trophées, et qui en fait est un animal automate qui a été réalisé par Nicolas Darro et qui en temps ordinaire se contente de suivre le visiteur des yeux. Donc c'est une animation très discrète dans cette salle où sont présentés une centaine d'animaux naturalisés. Donc l'idée était en fait à travers cette animation légère de rendre potentiellement une vie à l'ensemble des animaux présentés sur les murs et qui pour beaucoup de gens sont perçus comme des objets décoratifs ou éventuellement comme des objets un petit peu dégoûtants, mais qui ont perdu en tout cas leur potentiel émotionnel, qui est d'être des bêtes sauvages et qui sont donc éventuellement des dangers. Donc voilà, si le visiteur réalise qu'un des animaux n'est peut-être pas tout à fait mort, ça veut dire que potentiellement tous les autres sont aussi susceptibles de bondir sur le visiteur. Alors, donc, en temps ordinaire, je vous ai dit, il se contente de suivre le visiteur des yeux et avec une animation que déclenche le gardien, il agonie le visiteur d'injures, ce qui fait en général un succès assuré auprès des enfants notamment. Alors, donc, ce cabinet de curiosité développé à travers les salles vit également à travers les expositions temporaires. Alors, indépendamment de l'aspect strictement formel de ce jeu, justement, sur la citation de l'univers de la curiosité, je dois dire que le musée s'est réorganisé autour de thèmes qui sont un peu sérieux, puisque la fondation à laquelle il appartient milite pour un certain nombre de valeurs, et notamment pour ce que j'appellerais une écologie humaniste, c'est-à-dire qu'en fait, elle veut défendre des idées qui consisteraient à défendre, bien sûr, le développement durable, mais aussi l'insertion de l'homme dans la nature, puisque elle cherche à montrer qu'en fait, on ne peut pas envisager la nature comme étant complètement étrangère à l'homme et se contenter, comme certains écologistes radicaux, de se tourner les pouces en laissant les éléments de la nature, et notamment les animaux, agir entre eux. Donc, voilà, l'idée de cette écologie humaniste, c'est que l'homme, qu'il le veuille ou non, est inclus dans la nature et que ce soit par son action volontaire ou involontaire, il influe sur les autres composantes de la nature. Bon, donc c'est un grand thème que j'essaye de développer à travers les expositions temporaires, donc cette relation de l'homme à l'animal, de l'homme à l'environnement, et en privilégiant, bien sûr, les approches artistiques qui sont justement dans cette perspective de curiosité. Alors, je ne vais pas citer toutes les expositions, mais voilà par exemple une œuvre de Laure Tixier, artiste qui travaille justement sur cette influence de l'homme sur l'animal et de l'homme sur l'oiseau. Donc, il avait fait toute une collection de nids d'oiseaux qui étaient faits en porcelaine, en matériaux divers, montrant comment en fait l'oiseau s'adapte au contexte que nous lui léguons, et notamment que la crise de notre société se voit dans la façon dont les oiseaux font leur nid. Puisqu'il y avait un kit de drogué qui servait de nid pour un oiseau. Ici, c'est un nid en porcelaine, mais qui est en fait en barbelé, qui est disposé dans une vitrine naturaliste parmi d'autres nids. Et en fait, le visiteur est en permanence confronté à ce genre de propositions très discrètes, puisqu'on lui demande d'être un petit peu en chasse et de faire repérer justement quels sont les dérapages ou les étrangetés dans la collection. La question de l'hybridation est quelque chose qui est très présent dans le musée, mais c'est une chose qui est traditionnelle dans l'univers des chasseurs, puisque déjà, vous savez, le cerf est un animal hybride, hein, puisque longtemps il était perçu avant que les études scientifiques permettent de déterminer quelle était la nature de ces bois. On pensait qu'en fait il avait un vrai arbre qui lui poussait sur la tête. Donc on est au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque des cabinets de curiosité dans cette espèce de questionnement sur la perméabilité entre les règnes animal, végétal et minéral. Et donc c'est un thème que je poursuis assez systématiquement à travers les expositions. Ici, c'est un très beau travail
de Laurent Millet, qui travaille sur l'idée de devenir plante et sur l'hybridation possible entre l'humain et le végétal. Et ce sont donc tout un travail photographique et pictural, puisqu'en fait il a repeint sur des images de son propre corps des planches botaniques. Alors, cette notion de cabinet de curiosité passe, comme je vous l'ai dit, par l'insertion des propositions d'art contemporain dans les collections permanentes, qui sont elles-mêmes aménagées d'une façon assez décorative, puisque étant inspecteur des monuments historiques, je me suis intéressé à l'histoire du décor et notamment à l'histoire du décor muséographique. Et indépendamment du cabinet de curiosité, qui est un aspect du décor muséographique, j'ai voulu, dans l'agencement des salles, faire référence à d'autres types de collections muséographiques, que ce soit le Muséum d'histoire naturelle ou le cabinet d'amateurs avec des accrochages extrêmement profus d'œuvres. Donc c'est un contexte qui est très chargé, qui est très décoré, et qui peut être assez stimulant pour les artistes, quand il s'agit justement de faire des espèces d'infiltration, d'insertion, alors plus ou moins discrètes. Vous avez vu Laure Tixier, qui d'une manière très féminine, très subtile, donc est venu investir une vitrine naturaliste. Ici, ce sont deux artistes hollandais, Hilarius Hofstede et Berend Hoekstra, qui avaient fait tout un travail assez intéressant qui s'appelait Polynesian Instant Geography, et qui était une espèce de grand cabinet de curiosité revisité par Antonin Artaud, puisqu'en fait il y avait ce jeu sur la folie et en venant donc investir les salles. Alors, il y a aussi bien sûr Françoise Petrovic, je n'ai pas d'image, mais qui avait fait un travail très très subtil. Là récemment, nous venons de terminer dimanche dernier, une exposition qui s'appelait Art orienté objet, qui était une exposition assez engagée justement sur les questions environnementales et sur cette question de la frontière entre l'homme et l'animal, l'hybridation possible, puisque les artistes ont expérimenté pratiquement dans leur corps une tentative d'hybridation avec un cheval, et c'est ce que cette pièce en verre évoque, puisqu'en fait ce sont la greffe d'un cœur humain sur un cœur de cheval. Voilà. Donc, un autre dans le domaine de la curiosité, une autre exposition, puisque on essaye parfois d'aller dans le domaine des nouvelles technologies. Ici, c'est un jeune artiste, Théo Mercier, qui avait fait tout un cabinet de monstruosité, dont cette espèce d'éléphant qui inclut un laser. Et dans un domaine aussi un peu différent, une exposition que j'ai faite il y a quelques années avec Miguel Chevalier, et qui avait présenté cette pièce qui est vraiment justement dans cette optique des collections minéralogiques ou botaniques ou zoologiques. Ici, il s'agit de ce qu'il appelle l'herbarius. C'est un livre que le visiteur feuillette, et à chaque fois qu'il tourne une page, sur la page de gauche apparaît une plante qu'on voit croître à vue d'œil. La plante n'est jamais la même, puisqu'en fait c'est géré par un logiciel complexe. Et sur la page de droite apparaît une description botanique qui n'est jamais la même non plus, puisque c'est une création à chaque fois différente, issue d'un logiciel de traitement de texte. Donc c'est une espèce d'ouvrage merveilleux, en fait, d'un herbier qui est totalement inachevé. Enfin, on est complètement dans l'univers de Borges, de ces livres en permanence renouvelés, dont on ne peut jamais retrouver la même page. Effectivement, indéfiniment, les propositions découvertes dans ce livre vont se renouveler. Alors, par ailleurs, puisqu'on m'avait demandé en fait de présenter, indépendamment du musée de la chasse, mais en deux mots, puisque le temps passe, mon activité comme commissaire d'exposition. C'est vrai que cet univers de la curiosité, du rapport à l'environnement, je l'ai traité dans plusieurs contextes, notamment au château de Chambord, il y a quelques années, une exposition dont j'étais commissaire avec Bernard Blisten, qui s'appelait Chasser le naturel, et dans lequel on avait justement présenté des différentes œuvres issues des fracs, dont cette très belle installation de Michel Blasi, aussi
qui était le work in process, puisqu'en fait, pendant la durée de l'exposition, les plantes ont poussé. Et c'était en fait une exposition qui devait permettre d'explorer l'imaginaire, ou la forêt dans l'imaginaire des artistes contemporains. Et puis, toujours un peu dans cet univers de la curiosité qui m'est cher, j'ai en 2011 été appelé à organiser 40 expositions pour le Centre des Monuments Nationaux, donc dans 40 lieux différents, gérés par le Centre. Et donc l'idée était de demander aux artistes de créer des œuvres ou des œuvres parfois empruntées, qui étaient en quelque sorte l'illustration directe de la vocation du lieu. Par exemple, dans un réfectoire ou un scriptorium, des œuvres qui étaient en quelque sorte pouvaient presque être vues comme une sorte de matériel d'interprétation du monument. Donc il y avait un côté assez illustratif. Au château au palais Jacques-Cœur à Bourges, en lien avec la vocation historique du lieu et le passé de grand navigateur de Jacques Cœur. Donc on avait reconstitué une sorte de cabinet de curiosité avec l'aide d'un artiste, Christian Kozenbach, qui avait rapporté des espèces de monstruosités, comme si on avait imaginé un retour de voyage, un retour d'expédition de Jacques Cœur. Et l'ensemble de ces propositions artistiques, en tout cas une sélection de ces propositions, a été ensuite présentée à la conciergerie dans le cadre de l'exposition que j'avais appelée Bet Off. Là, les œuvres n'étaient plus du tout dans une perspective illustrative pour essayer d'expliquer aux visiteurs un aspect du monument, mais plutôt pour témoigner des différents rôles de la figure animale dans la création contemporaine. Donc ici, une très belle œuvre de Claire Morgan, qui a été conçue pour le château de Voiron, puisque le château de Voiron fait partie des 40 édifices, où elle présente une chouette traversant des espèces de structures qui sont faites, structures géométriques qui sont faites en mouches enfilées sur des fils transparents. Vous voyez comment en fait l'oiseau perturbe par son vol ces différents cubes et en fait est figé dans une espèce d'arrêt sur image. Et avec toute une métaphore sur la mort, puisque quand on regardait l'œuvre de près, vous voyez qu'en fait l'oiseau lui-même est en train de se métamorphoser, puisque les mouches font déjà leur œuvre et les cerfs sont remplacés par un grouillement de mouches. Je crois que j'en ai fini.